Comme il y en a qui sont à 9 entraînements semaine. Moi, j'ai énormément de difficultés à faire mes 7. Des grosses semaines, je peux être jusqu'à 27 heures sur le vélo. Je mets tellement de temps là-dedans. Finalement, genre, j'arrive le jour J, puis comme c'est de la merde. Mon objectif n'est pas de devenir professionnel. Pourquoi s'infliger autant de mal? Pourquoi passer plus de 15 heures par semaine sur un bout de plastique rigide? Pourquoi aller au-delà de ses limites? Ça, c'est toutes des questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui en enquêtant sur les motivations des athlètes. En psychologie du sport, il y a souvent un motif qui revient: se sentir compétent. Et cette motivation peut être extrinsèque, lorsqu'il s'agit de battre quelqu'un ou gagner une course, et même intrinsèque lorsque c'est dans le but de progresser, de maîtriser un geste ou bien de se dépasser. Bon, il y a encore le fait de genre tout le bien-être que ça me procure quand je le fais, mais aussi le défi, tu sais, mettons, puis de savoir jusqu'où est-ce que je peux aller. J'ai eu vite la passion d'aller chercher plus. Tu sais, genre, j'étais comme, OK, j'en veux un autre, genre. Tu sais, je veux faire un autre triathlon, je veux faire un autre sprint, je veux faire un autre... OK, là, je veux faire un olympique, tu sais. Puis là, je découvrais de plus en plus qu'il y avait d'autres distances. Puis je crois que l'aspect du vélo, oui, c'est un sport d'équipe, mais c'est avant tout un sport que si tu t'entraînes pas, ben tu vas rien faire, là. Fait que je crois que c'est un truc qui m'a motivé aussi. J'aime ça me dépasser, puis ça fait des résultats, donc c'est super cool. Et ben justement, c'est quoi le dépassement de soi? Le dépassement de soi se définit comme un désir de découvrir de nouvelles facettes de soi en repoussant ses limites. Et ça, c'est omniprésent dans les sports d'endurance. Et encore plus dans l'ultra. On l'observe particulièrement chez les coureurs de type backyard, qui est une sous-discipline de l'ultramarathon. Et ce qui rend les courses de backyard particulièrement intéressantes, c'est la diversité des dynamiques qu'elles révèlent. Pour rappel, il s'agit de courses au format Last Man Standing, sur une boucle répétée jusqu'à temps qu'il reste un seul participant. Et ça peut durer des heures et même des dizaines d'heures. Les backyards apparaissent comme des courses à la carte, avec plusieurs courses dans une seule. Certains visent à franchir la barrière des 100 km, d'autres des 12 heures, et dans le fond, peu jouent vraiment le jeu. Ça met vraiment en lumière l'importance de fixation d'objectifs et la grande variété de motivations qui coexistent chez les participants. Et bien, avoir des objectifs, c'est super puissant. L'année dernière, genre, j'ai fait 1h40 à mon demi-marathon. Fait que là, cette année, j'étais comme, hey, genre, je peux-tu pousser encore plus? C'est jusqu'où que je peux me rendre? Fait que là, j'ai fait 1h35. Là, je suis comme, eh bien, l'année prochaine, c'est sub 1h30, genre, c'est crazy! Fait que ça, c'est sûr que c'est extrêmement motivant d'avoir des objectifs. Tu sais, oui, il y a le fait que ça fait du bien puis tout, mais je pense que pour s'entraîner de façon intensément, mettons, comme je le fais, parce qu'on se le cache pas, genre, c'est intense, s'entraîner entre 9 et 12 heures par semaine, faut que tu aies un objectif X, sinon, à un moment donné, la motivation, elle descend. Les buts permettent de mobiliser l'effort, être plus persévérant, être plus organisé. Et surtout, un objectif précis fonctionne mieux qu'un objectif vague. La science le dit. Des approches comme fais de ton mieux mènent à des performances moyennes. Alors que des approches plus concrètes comme faire un semi-marathon en bas de 2 heures créent une mobilisation et une persévérance accrue, ce qui mène généralement à de meilleurs résultats. Et autre point intéressant que la science note, les objectifs annoncés publiquement sont souvent mieux réalisés. Pourquoi? Parce que la pression sociale embarque. Mais attention, trop de pression peut mener à une perte de plaisir. Se focaliser uniquement sur la performance peut mener à une perte de motivation, voire même à un rapport malsain avec l'entraînement. Tu essaies de pas trop perdre, fait que là, tu tombes un peu dans... Tu sais, je me souviens quand je me suis cassé la clavicule, je voulais pas comme prendre du poids, fait que c'est genre... J'étais un peu... je me limitais dans ce que je mangeais, puis je crois que c'est peut-être pas nécessairement, avec du recul, c'est peut-être pas la meilleure option à avoir choisi, mais au moins je suis capable de prendre du recul puis de l'avouer. Je fais un peu d'hyper-flexibilité, donc mon bras snap de l'autre côté, puis je me suis déchiré le ligament. Puis, si tu vois, ça c'était un samedi soir, puis le lundi, j'étais à l'entraînement avec mon bras tapé autour de mon corps, prête à faire du kick. Fait que, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Non, vraiment pas. Mais j'étais comme trop là, dans ma bulle de... J'ai mis tellement d'efforts dans de la performance, je veux pas l'abandonner. On avait nos championnats qui arrivaient. À le regarder maintenant, je suis comme, j'aurais vraiment dû arrêter, là, j'aurais dû guérir. Pour finir sur cette partie, j'aimerais rappeler la conclusion d'Isabelle Inchopé, Philippe Izard et Jean-Luc Surde dans leur travail sur les athlètes de haut niveau.
il n'existe pas un profil psychologique type qui mène à la performance de haut niveau. Et j'irais même à dire que c'est pareil chez les athlètes en général. Mais certaines composantes reviennent souvent. Chez les athlètes, on retrouve souvent des motivations intrinsèques fortes, comme le plaisir et le dépassement de soi. Mais aussi des motivations extrinsèques structurantes, comme des objectifs clairs. Ensemble, ces facteurs aident à construire une relation saine avec son sport, autant chez les sportifs de haut niveau que les athlètes de tout type. Maintenant, on va parler d'aspects qu'on oublie souvent quand on parle de motivation dans le sport. Parce que nos choix sportifs, nos goûts, nos opportunités, c'est pas juste de la psychologie. Il y a aussi un ensemble de facteurs sociaux qui influencent le parcours de chaque athlète. Vous l'aurez bien compris, on va parler de sociologie. La classe sociale qui est définie par nos capitaux économiques et culturels influence profondément la manière dont on pratique un sport. Que ce soit le sport qu'on décide de pratiquer, la fréquence auquel on le pratique, ou même l'accès aux compétitions, tout ça dépend d'une manière ou d'une autre de notre classe sociale. Je crois qu'on peut tous être d'accord que le jeune qui a grandi en jouant au soccer dans la rue a pas le même bagage social que celui qui a grandi dans des clubs de golf. Certains sports coûtent cher, que ce soit l'équipement, les déplacements ou même les coûts d'inscription, ça crée des réelles barrières d'entrée. La classe sociale influence aussi la manière dont on pratique le sport et la visée qu'on lui donne. Dans des milieux plus aisés, on privilège souvent la multipratique, l'exploration et la compétition, alors que dans des milieux plus populaires, on a plutôt tendance à avoir des spécialisations rapides converties en passion. En général, plus le statut social est élevé, plus l'exposition au sport arrive tôt. Ça garantit pas la réussite, mais ça crée des habitudes solides. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont inscrit dans plein de sports, là, comme les parents font avec beaucoup d'enfants. Tu sais, genre tous les sports, là, le soccer, de la natation, du patinage artistique, de la gymnastique, genre j'ai tout fait. J'ai fait de la boxe aussi. Vraiment, je suis allée genre all over the place. Puis c'est ça, ma mère à un moment donné, elle a dit « Oh, on va-tu courir ensemble? » J'étais comme « oui. » Puis c'est ça, petit à petit, je me suis mis à aimer ça. Tu sais, j'allais courir au début, j'avais tout le temps des écouteurs, même quand je courais avec ma mère, j'étais comme « Hell no, genre moi c'est les écouteurs. » Tu sais, maintenant, je peux partir courir 30 kilos, pas d'écouteurs, puis il n'y a pas de problème. Comment c'est arrivé dans ma vie, c'est que je faisais les 3 sports complètement différents, de façon compétitive, séparément. Fait que la nage à l'école, le vélo dans un club cycliste, puis la course avec l'école. Puis là, c'est mes parents, là, c'est ma mère qui m'a dit « Écoute, ça existe ça comme sport, est-ce que tu veux l'essayer? » Puis là, je l'ai essayé, puis en fait, je suis tombé amoureux, là. Mais bon, comment parler de déterminants sociaux sans parler de genre? En fait, il faut savoir que le sport joue un rôle central dans la construction de l'identité masculine. Et les stéréotypes y sont encore très présents. Dès l'école primaire, les garçons occupent le centre de la cour de récré, les terrains sportifs, alors que les filles sont plutôt repoussées en périphérie de ces terrains de sport. Et les parents renforcent souvent ces normes. On inscrit les filles dans des cours de danse, et les garçons plutôt au soccer ou au hockey. En bref, l'esthétique pour les filles et la force brute pour les hommes. Puis oui, on dirait que je me souviens être première dans mon couloir. Comme, tu sais, quand on partait aux 5 secondes, tout le monde nage, on nage pas en continu. Puis d'être dans les plus rapides. Donc, c'est sûr que ça, c'est un souvenir que j'ai. À part, évidemment, les petits gars qui, des fois, ils ont juste besoin pour leur orgueil d'être devant, puis tu les laisses aller devant, puis c'est correct aussi. En fait, j'ai commencé le vélo, c'est juste parce que il y avait un duathlon à mon primaire, puis il y avait mon meilleur ami qui me battait tout le temps, genre. Puis là, lui faisait du vélo, fait que là, j'ai commencé à faire du bike, parce que je me suis dit, si je fais du vélo comme lui, je vais pouvoir le battre peut-être, mais finalement, il m'a battu encore là, mais ça a commencé là. La culture est aussi très importante à prendre en compte, parce que le sport n'a pas la même signification partout dans le monde. Une athlète américaine d'ultra-endurance mettra de l'avant des motifs comme l'estime de soi, le sens de la vie et la santé, alors qu'un athlète chinois, lui, parlera davantage de maîtrise, de plaisir, de pression sociale, de compétition et de mise en forme. Même sport, même distance, mais des motivations complètement différentes dépendamment du contexte culturel. Et pour conclure ce volet sociologique, j'aimerais revenir sur une idée préconçue qu'on a du sport. On a souvent tendance à voir le sport comme un monde méritocratique parfait, où si tu travailles fort, tu réussis. Mais la réalité est tout autre. La plupart du temps, le sport est en quelque sorte un reflet des inégalités déjà existantes. La classe sociale, le genre, la famille, la culture, tout ça a une influence sur notre accès au sport, la manière dont on le pratique, les valeurs qui y sont associées et les motivations qui nous poussent à continuer.
Comprendre ces déterminants sociaux, c'est essentiel pour comprendre qui est l'athlète et quelles sont ses motivations. Parce que nos motivations ne naissent pas dans le vide. Elles prennent racine dans un environnement social qui nous façonne. Et bien souvent, beaucoup plus qu'on le pense. Et bien, si on veut vraiment tout comprendre, on va encore devoir changer d'angle. Parlons argent, parlons économie. Comme on l'a vu plus tôt, le coût d'entrée d'un sport peut varier énormément. Et forcément, ça influence qui pratique quoi. Ben, mes parents, en premier, tu sais, ça coûte, c'est pas gratuit ce sport, malheureusement. Puis ils m'ont beaucoup aidé pour niveau matériel. Même encore aujourd'hui, ils m'aident beaucoup. C'est un sport qui est très dispendieux. Je les remercie beaucoup pour ça. Une des contraintes, ça serait le prix qui est trop élevé, qui devrait être plus accessible à tout le monde. Ça coûte extrêmement cher, déjà s'équiper. Plus t'inscrire, c'est un autre bon montant. Mais au-delà du prix d'achat d'un vélo, d'une paire de skis ou d'une inscription, il y a une série de mécanismes économiques qui façonnent l'accès au sport et même parfois la réussite sportive. Pour commencer, il y a le pay-to-play. C'est simple. Pour participer à certains sports, il faut des moyens. Comme le soulignent Claron et Lagarde, certaines disciplines comme le ski, le golf, la planche à voile demandent non seulement de l'équipement plus coûteux, mais aussi souvent des déplacements et voire même des abonnements. Les parents qui faisaient des lifts à toute l'équipe. Là, on était 4 dans la voiture, plus le parent qui conduisait le matin à 5h15 pour se rendre à la piscine puis être dans l'eau à 6h. Enfin bref, au-delà du coût matériel, ces sports ne sont pas accessibles à tous. Et ce phénomène est accentué par un autre enjeu, le manque d'investissement et d'infrastructures publiques pour ces 10 sports. Ce qui renforce cette logique de pay-to-play et qui rappelle l'importance du revenu dans l'accès à certains sports. Lorsqu'on parle d'athlètes semi-professionnels ou professionnels, l'économie joue un rôle encore plus déterminant. On observe d'énormes écarts de revenus dans le sport professionnel. Et ces écarts s'expliquent par deux dynamiques qu'on peut regrouper ensemble. Le star system et la théorie du winner takes all. Le star system, comme l'explique Feuillet, repose sur une logique où un très petit nombre d'athlètes gagnent des sommes colossales et dominent leur sport. La théorie du winner takes all va dans le même sens. Une poignée d'athlètes rafle une part disproportionnée des récompenses, qu'elles soient financières ou symboliques. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Ceux qui gagnent ont plus de moyens pour s'entraîner, se préparer, pour performer et donc pour continuer à gagner. Pendant ce temps, la majorité des athlètes évoluent dans une certaine précarité, même au plus haut des niveaux. Prenons un exemple dans le cyclisme parce que c'est ce que je connais le mieux. Un coureur comme Tadej Pogačar et son équipe UAE Team Emirates illustrent parfaitement le phénomène de star system et de winner takes all. Grâce à leurs victoires répétées, ils attirent les plus gros commanditaires et les budgets les plus élevés. Cet afflux de ressources leur permet ensuite de recruter des coéquipiers de haut niveau pour entourer Pogačar, mais aussi d'investir dans un staff extrêmement qualifié. Des entraîneurs, des nutritionnistes, des ingénieurs, des data scientists, et ainsi de financer des programmes de recherche et développement. Résultat, les victoires emmènent de l'argent, et cet argent amène encore plus de victoires. Ce n'est qu'un cercle qui se renforce continuellement. Pendant ce temps, dans ce même peloton du World Tour, des équipes comme Arkea BNB Hotel, aujourd'hui en grande difficulté financière, doivent lutter pour continuer à exister. Ces équipes n'ont ni les moyens de recruter les mêmes talents, ni les mêmes moyens de financer un bon staff. Leur survie est même menacée, ce qui montre à quel point l'écart économique peut devenir insurmontable. C'est exactement ça la logique du winner takes all. Et cette logique touche aussi les sportifs de haut niveau non professionnels. Il ne suffit pas de gagner, il faut gagner souvent, pour ne serait-ce espérer décrocher un certain soutien financier. Je trouve ça chiant que notre pays, on serait pas tant bien représenté. Puis même si tu as fait une bonne place au championnat canadien, ça veut pas dire grand-chose. Même s'il y avait Derek G présent, on s'en fout. Mais tandis que si tu fais un top 10 en France, tout le monde va te regarder d'une autre façon. Mais c'est sûr que ça revient jouer un peu mon départ que le Canada, c'est un peu plus difficile de sortir du lot. Pour récapituler, le pay-to-play limite l'entrée dans certaines disciplines et le star system ainsi que le winner takes all concentrent les ressources autour d'une minorité.
Tout ça montre que la réussite sportive ne dépend pas uniquement de la passion ou du talent, mais aussi des structures économiques qui en favorisent certains. J'aimerais conclure cette vidéo en rappelant qu'il n'existe pas un profil type d'athlète. La motivation des athlètes repose sur un ensemble complexe de facteurs psychologiques, sociaux et économiques. Certes, la plupart des sportifs pratiquent par le dépassement de soi ou la fixation d'objectifs, mais il y a aussi une panoplie de facteurs externes qui influencent leur trajectoire sportive, comme la famille, l'entourage, le genre, la classe sociale et même une série de mécanismes économiques. Enfin bref, malheureusement, j'ai pas de réponse claire pour vous. Il existe une grande diversité de motivations et de parcours qui méritent tous d'être entendus.